Bonjour et bienvenue sur Metadoxa, la chaîne où l'on pense sur ce qu'elle a pensé. Alors oui, ça a pété, bah... Il y a une grosse transe qui a pété, quoi. Et bien comme il faut, on pourrait dire. Et en fait, j'ai hésité un certain temps à faire cette vidéo. Ça fait une dizaine de jours, disons, que ça a eu lieu. Et au début, j'avais envie de le faire directement tant que j'étais encore dans l'émotion. Finalement, je l'ai pas fait. Je sais pas, j'ai hésité et puis du coup, j'ai eu le temps de prendre un peu du recul dessus et j'ai commencé à douter du bien fondé finalement de partager ce qui s'était passé pour moi. Est-ce que c'était mieux simplement d'en parler, peut-être éventuellement d'en toucher un mot sur mon Discord sans forcément y consacrer une vidéo parce que je me dis peut-être qu'au bout d'un moment ces contenus commencent à devenir un peu trop impudiques, peut-être que ça peut me faire du bien aussi de garder ça au moins en partie pour moi. Et puis il y avait d'autres choses en fait qui se jouaient, il y avait le fait que je sentais que ça risquait encore d'amener des choses sur le sujet de Machi, de Bascar, de machin. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être un peu saoulés par cette thématique sur ma chaîne ces derniers temps, ce que je peux comprendre. Euh, Moi aussi, j'ai de plus en plus envie de passer à autre chose. Je pense d'ailleurs que là, je vais m'exprimer depuis un point de vue qui est encore un peu différent. Et de toute façon, je pense que le truc est en train de se décanter. Mais oui, on va dire qu'en ce moment, c'est un peu l'arc rupture d'Hypnomachie et bon bah c'est mon arc narratif du moment. Pour ceux qui en ont marre, je peux les comprendre, ils ont qu'à je sais pas ne pas regarder certaines de mes vidéos et peut-être attendre que je fasse des contenus vraiment différents mais oui, en fait je me suis demandé aussi un moment si je pourrais pas parler de ce dont j'ai parlé dans cette vidéo sans rejouer des trucs autour de Basquiat, de Plumachi et tout. Puis le problème, c'est qu'en fait, moi, je veux bien, mais tout ça, c'est quand même très clairement lié parce que, enfin, j'ai expliqué pourquoi, mais on peut pas vraiment, je peux pas vraiment, en fait, ne pas revenir à ça dans ma façon, en fait, de comprendre ce qui s'est passé et dans ma façon d'en parler, quoi. Parce que les choses sont très intimement liées. J'ai un ami avec qui je discutais récemment, et, euh, et à un moment on en est venu à parler en fait de ma vidéo J'arrête Bascar, et cet ami me disait ouais quand même, je trouve que ce qui se dégage de ta vidéo, je pense que t'aurais pas dû la faire au final parce que ça renvoie quelque chose par rapport à ton image, je pense que ça te dessert beaucoup, et en fait il y a quelque chose dans cette vidéo qui évoque une espèce de, euh, de rupture de vieux couple et vraiment voilà je pense que t'aurais pas dû la faire ça te met pas en valeur en fait cette vidéo alors donc moi j'ai écouté j'ai essayé de m'imprégner ce qu'il me disait et puis je sentais que c'était fait depuis un endroit où il y avait quand même de la bienveillance en fait qui disait ça parce qu'en gros il voulait mon bien et quand les gens en fait se connectent à moi avant d'émettre une critique, un jugement, une opinion qui pourrait me déplaire. En fait, moi, je suis parfaitement capable d'écouter. Ça me dérange pas. Toute la problématique, c'est depuis quel endroit et depuis quel espace d'écoute ou de non-écoute les choses sont émises. Et d'un côté, j'entendais ça. J'étais même assez fortement d'accord avec ça. En réalité, je pense qu'il y a beaucoup un truc comme ça qui se rejoue dans cette vidéo. Et je peux tout à fait comprendre que les gens l'aperçoivent comme ça. Et je pense pas qu'ils aient forcément tort de l'apercevoir comme ça. Et de l'autre côté, j'étais pas tout à fait d'accord avec l'idée, soit que ça donnait forcément une mauvaise image de moi, soit en tout cas que le fait que ça donne une mauvaise image de moi était une bonne raison de ne pas la sortir. Et ça m'a fait me re-questionner sur qu'est-ce que, au fond, j'essaye de montrer et j'essaye d'exprimer dans mes vidéos, en particulier mes vidéos récentes et dans ma démarche. Et
C'était pas forcément extrêmement conscient pour moi, mais je pense que clairement, ce que j'essaie de montrer, euh, c'est justement une démarche où on n'essaye pas de cacher ce qui est moche. Et autant il y a des gens qui ont très bien reçu ma vidéo et qui ont vu de la beauté et tout, et autant il y a aussi des gens qui ont vu de la mocheté. Il y a même des gens, je pense, qui ont vu les deux. Mais il y a une part de mocheté dans ma vidéo, et surtout dans mes dernières vidéos en général. Il y a une part il y a des choses choquantes, il y a des choses qui ne se font pas, peut-être, dont on pourrait estimer qu'elles ne se font pas. J'ai eu aussi un certain nombre de retours sur le fait qu'il y a certaines choses qui relèvent du privé que j'aurais pas dû dire en public. Je peux parfaitement l'entendre, en même temps je sais aussi depuis quel espace j'ai fait ça et quelles étaient mes motivations, et je ne le regrette pas. Et en fait, d'un côté j'entends un certain nombre des remarques, et de l'autre côté il y a quelque chose en moi de pré-rationaliser d'ailleurs, c'est-à-dire que avant même d'essayer de trouver une narration qui explique pourquoi est-ce que j'ai fait ça comme ça, et qui quelque part me donne le bon rôle, ou plus ou moins consciemment, il y a déjà un truc en moi qui dit non mais c'était la chose à faire, t'as bien fait, c'était ce qu'il fallait faire. Et, et donc j'ai essayé de me reconnecter à ce truc-là. Pourquoi est-ce que j'ai senti que c'était la bonne chose à faire? Et bien justement, je pense que c'est parce que ce que je veux montrer, c'est aussi ce qui est moche, c'est ce qui est égotique, c'est ce qui est brut de fonderie, c'est l'endroit en fait où on arrête de se prendre pour un personnage, et voilà. Et je pense qu'en fait c'est tout à fait ce qui est supposé être la démarche de l'hypnomachie. Enfin, j'ai de plus en plus un problème avec ce terme, comme je l'ai expliqué dans Le Gourou malgré lui, sur le fait que voilà, le combat contre l'hypnose c'est un terme qui ne me parle plus. Mais bon, d'un autre côté il faut bien rendre à César ce qui est à César, et les choses ont une origine. Enfin, moi je réfléchis à d'autres façons de nommer les choses. Je pense au concept de mobilité. En fait, enfin, le mot existe déjà, mais je pense lui donner un nouveau sens, c'est-à-dire en fait, au lieu d'être dans une démarche où on essaye de sortir de transe, c'est simplement dans une démarche où on essaie d'être mobile par rapport à la vie, de se laisser bouger. Il y a une notion en fait qui existe depuis déjà longtemps, qu'à une époque j'ai peut-être, disons, sur laquelle je me suis pas attardé, que j'ai déconsidéré un peu vite, mais la notion de self-actualization qu'on trouve dans la pyramide de Maslow, c'était moi la façon dont je le comprends, c'est justement l'idée que on part de soi, et en fait on s'actualise, on se met à jour entre guillemets, pas pour s'améliorer en fait, c'est là tout le piège. L'idée c'est pas de devenir une meilleure version de soi-même comme on pourrait le voir dans certains trucs de développement personnel, mais c'est simplement de se mettre en relation avec les conditions du moment, avec les contraintes du moment, avec nos, nos évolutions personnelles, ce qu'on est à un certain moment, et puis, disons, réussir à bouger, mais ça peut être avec des allers-retours, ça peut être en partant dans une direction totalement différente. C'est là où c'est différent l'idée d'amélioration, mais ouais, mobilité, self-actualization, hypnomachie, enfin en tout cas, il y a l'idée à un moment de réaliser qu'on s'est pris pour quelque chose, qu'à mon avis c'était utile qu'on se prenne pour quelque chose. Euh, je crois de moins en moins à cette idée de sortir de l'ego, donc je pense qu'il faut qu'on se prenne pour des choses, et je pense qu'à un moment il faut qu'on arrête de se prendre pour des choses, et je pense que ce qui nous a aidé hier est ce qui nous fera obstacle aujourd'hui, et en fait ça me paraît très, très sain et très cohérent avec ma démarche de montrer que je fais partie de ce processus, et que ce que je crée fait partie de ce processus. D'ailleurs, ça a été une angoisse que j'ai eue pendant longtemps, et qui fait que j'ai beaucoup hésité avant de commencer à produire des contenus sur YouTube. C'est parce que j'avais ce truc de me dire, si je commence à produire des contenus, je vais me sentir obligé de rester en cohérence avec moi-même, et donc ça va m'empêcher d'évoluer.
Parce que si je dois évoluer, je vais devoir me contredire avec les choses que j'ai dit précédemment. Je vais risquer peut-être de m'aliéner une partie de ma communauté. Puis il y a toujours cette peur en fait d'être dans l'erreur et d'afficher son erreur à la face du monde. C'est toujours ça. Et je pense que quelque part, faire du changement et faire d'une forme de laideur, d'égotisme, le fait d'inclure cette dimension de la vie dans ma démarche et quelque part me permet de l'exprimer et de l'assumer, en tout cas dans une certaine mesure. Et je pense que tout ça en fait est une dynamique qui se nourrit bien, qui est fructueuse et je suis assez content d'en arriver là, mais du coup oui ça implique que bah je suis prêt en fait à montrer des parts de moi qui sont dans la colère, peut-être dans la rancœur, dans montrer mes illusions, mes idéaux brisés, et montrer quelque chose qui effectivement relève une espèce de dispute de vieux couple, de choses que peut-être on ne devrait pas afficher à la face de tout le monde. De choses qui peuvent se faire effectivement dans un relatif non-respect d'autrui. Disons que effectivement, j'imagine que ça va pas être très plaisant, disons, lorsque des gens balancent un certain nombre de choses qui nous concernent à la face du monde, alors qu'on estime que ça aurait dû rester privé. En même temps, il se passe souvent des choses moches, disons, quand on refuse de régler les choses d'une manière plus pacifique. Mais bon, après tout, oui, j'ai envie d'assumer tout ça et voilà. J'ai pas besoin en fait de justifier à la face du monde que je suis une bonne personne, de justifier à la face du monde que j'ai atteint tel ou tel palier, que je suis tel ou tel palier. Euh, j'ai envie d'être juste moi et c'est déjà pas mal. Et donc voilà. Un truc qui m'a fait beaucoup hésiter aussi, c'est que je me suis rendu compte en fait de cette dépendance que j'avais de cette dépendance que j'avais au jugement de papa en fait quoi. Donc ce truc d'avoir besoin encore de lui prouver des trucs, mais aussi derrière symboliquement de devoir encore prouver des choses à la figure du père, ce qui fait enfin ce qui rentre en lien aussi avec d'autres aspects de ma vie et d'autres personnes qui peuvent servir de figure paternelle et tout. Mais oui, en fait, il y a visiblement l'intéressé regarde mes dernières vidéos. Au début, je pensais qu'il le ferait pas. Bon, visiblement, je me suis trompé. Bon, je sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose. Enfin, si ça veut dire quelque chose, d'ailleurs, bonne ou mauvaise chose. Mais disons que j'y vois des avantages et des inconvénients. Les avantages, c'est que bah finalement, il a les infos. Et les inconvénients, c'est que bah du coup, ça rejoue encore ce jeu des évaluations, de la validation. En fait, je me rends compte que c'est toujours une aliénation et que bah s'il pense du bien de certaines choses que je fais, bah du coup en fait moi je pense qu'il est toujours en train d'espérer qu'en gros c'est la preuve que je suis dans une démarche qui va finir par m'amener vers la réalisation qu'il avait raison depuis le début et que il y a cet espoir que d'un coup je retournerai dans le droit chemin, je sais pas comment le dire autrement, et en même temps s'il me valide pas, ça pose un problème à un autre endroit. Mais en fait dans les deux cas, j'ai ni envie d'être validé ni pas validé et bon, on pourrait dire qu'en soi il garde ses commentaires dans son coin, mais bon d'un autre côté enfin ce qu'il dit finit par revenir à mes oreilles parce que c'est même pas en fait que j'ai envie spécialement d'avoir les infos. Moi franchement
je peux avoir accès au Discord, au contenu et tout, mais en réalité, je cherche même plus à y passer du temps parce que je suis passé à autre chose et parce que ça me faisait pas spécialement du bien. Mais après, bon, je suis en contact avec tellement de gens qui sont toujours en lien avec Hypnomachie et tout, qu'en fait, dès qu'il y a des trucs un peu croustillants, de toute façon, il y a toujours quelqu'un, en fait, qui vient me rapporter l'info, que je lui ai demandé ou pas, d'ailleurs. Donc, en fait, je suis au courant des trucs quand même, concrètement, mais ouais, en fait, j'en ai marre de me faire dépendre du jugement du père, quoi, et tout court, que ce soit que ce soit dans la validation, dans l'espoir que je reviendrai sur le truc, ou, voilà, d'ailleurs, il y a un truc que j'ai envie de poser tout de suite, c'est que des évolutions personnelles, des changements de paradigme, j'en ai déjà fait pas mal. Il y a eu tout l'arc zététique, d'ailleurs, dont je ne suis réellement sorti que très récemment, en réalité, parce que j'ai vu des problèmes, ça doit faire depuis 5-6 ans, peut-être même plus, que j'ai commencé à avoir des problèmes, et puis en fait, j'en suis sorti il y a quelques mois réellement, enfin, au début de ma chaîne, j'étais encore dessus, en réalité, parce que je m'en étais déjà détaché dans mon approche des choses, mais je continuais à en parler, je continuais à être dans un truc, à vouloir montrer qu'il y avait autre chose, des gens qui sont encore dedans. Enfin, je continuais en fait à faire tourner une partie de ma vie autour de ce truc-là. Et bon, il y a un moment, j'ai besoin de passer à autre chose, mais peut-être que avec Hypnomachie c'est la même chose, c'est-à-dire qu'en fait il y a un rythme de digestion nécessaire qui prend le temps qu'il doit prendre, et peut-être que ça va durer encore un moment. Je pense que ce sera plus court quand même, parce que au bout d'un moment, avec l'habitude, on comprend que quand il faut bouger, et vu que je vois clairement un certain nombre de patterns se reproduire, je finis par voir où ça mène. C'est juste que, à un endroit, lâcher réellement le machin, euh, a un côté tellement étourdissant, disons, et me renvoie aussi à des choses comme mon sentiment d'imposture, mon idée que je ne suis pas autorisé en fait à remettre en question jusqu'à ce stade-là. Ça renvoie à des choses qui font que le processus traîne un peu, mais bon là je suis clairement en train de voir la sortie. D'ailleurs, je suis clairement en train de développer un niveau d'approche complètement méta en réalité par rapport à l'approche d'hypnomachie. Hein. Et c'est alors quand je dis méta, c'est pas forcément un niveau de réalité différent. C'est-à-dire que par exemple, l'épistémologie, ça se place en méta par rapport à la méthode scientifique. Mais en fait, on peut faire de l'épistémologie et de la méthode scientifique depuis des niveaux de réalité très différents. Voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui relève du méta, c'est-à-dire que je suis en train de mettre à jour en fait une approche, on va dire, un tiers inclus, euh, qui inclut en fait l'hypnose et la déshypnose, et clairement, jusqu'ici, ça a l'air de bien fonctionner. Et ça trouve beaucoup d'écho en fait, avec des gens qui comprennent les enjeux, à qui j'en parle et tout, et il y a un truc de ah mais oui, mais... il y a un truc qui s'éclaircit beaucoup, donc là clairement je suis en train de développer une approche en méta par rapport à ça. Je vois aussi très bien pourquoi est-ce que Basquiat n'en a pas été capable, c'est un truc dont j'ai déjà parlé. Et voilà, et donc en fait à un moment, je suis dans une évolution que j'ai déjà vécue plusieurs fois dans ma vie, dans plusieurs domaines différents, et à un moment, enfin je sais très bien comment ça se passe, c'est-à-dire que passer un certain seuil de dépassement, mais même pas forcément en fait. On n'est pas obligé de le voir d'une façon verticale, on peut juste le voir comme un changement de route. Passer un certain stade de... Pourquoi pas dire de dévoiement, tiens, assumons le terme. Passer un certain stade de dévoiement par rapport à un chemin qu'on empruntait avant, quand on a suffisamment vu autre chose et qu'on a vu qu'il y avait autre chose à voir ailleurs, il y a une forme de... Il y a un point de non-retour en fait. Il y a un endroit où tu ne peux pas juste dévoir ce que tu as vu, quoi. Euh, je sais que moi, dans ma vie, les nombreuses fois où j'ai atteint ce point de non-retour, de fait, je ne suis pas revenu en arrière. J'ai pu avoir des périodes un peu de doute, d'angoisse, où j'ai essayé un peu de revenir un peu sur d'anciens fondamentaux. En fait, très très vite, je me rends compte que ça marchait pas, et donc j'ai lâché le truc.
Je l'ai refait un peu cet été, mais en fait, voilà, ça ne tient pas. On peut pas dévoir ce qu'on a vu, on peut pas désapprendre ce qu'on a appris. Et à un moment, il y a un point de non-retour. Et en fait, pour moi, le point de non-retour par rapport à Hypnomachie, il est complètement atteint. C'est-à-dire que même dans 10 ans, même dans 15 ans, je pense qu'il faut que si Bhaskar a cet espoir, je pense qu'il faut qu'il l'abandonne totalement. Voilà, je pense que je vais juste m'éloigner de plus en plus et que c'est quelque chose d'irréversible. Je vais pas avoir, on sait jamais, hein, il peut toujours y avoir une première fois, mais je ne vais pas avoir une illumination dans 10 ou 15 ans où je vais réaliser, waouh, putain, en fait, c'est de ça qu'il parlait à l'époque, que j'avais pas compris jusque-là. Non, je pense que ce truc-là est foutu, donc je pense que s'il a cet espoir, ce serait bon qu'il l'abandonne, et je pense que si il interprète certaines des choses que je peux dire ou faire comme quelque chose qui m'amènerait peut-être au bout d'un moment à comprendre et à revenir dans son giron. Je pense qu'il faut vraiment qu'il fasse le deuil de cet espoir et que ce serait meilleur pour tout le monde et surtout pour lui en réalité. Et en fait, ça nous ramène à cette sortie de transe que j'ai vécue donc récemment et qui en fait est une forme de conclusion à tout ça qui quelque part, je dirais, est à mon avis déjà en bonne partie la conséquence de tout ce cheminement et qui je pense met le dernier clou dans le cercueil à un endroit, c'est-à-dire que c'est marrant en fait parce que il y a toujours ce truc duel en fait dans le fonctionnement de l'esprit humain. D'un côté, ce truc cette démarche modeste qui consiste à dire, bah effectivement, j'ai fait la réalisation que je m'étais menti, j'ai fait la réalisation que j'étais à côté de mes pompes. Et d'un autre côté, il y a toujours cette narcissisation, cette recherche égotique de dire, waouh, j'ai été capable de conscientiser sur moi. Il y a toujours ces deux approches, quoi. Et j'ai pas envie de mettre en avant sur mes réalisations, et d'un autre côté, il y a un truc qui se joue un peu comme ça. Mais c'est vrai que, clairement, il y a quelque chose qui s'est passé qui, à mon avis, valide complètement mes nouvelles théories et démontre assez superbement toutes les limites de l'approche de Bhaskar et de ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que moi, j'ai parlé dans la vidéo sur Mister Sam, en fait, du fait que j'avais un gros problème avec mes émotions, et en particulier la tristesse, et que, en gros, j'étais complètement bloqué sur cette émotion. Pour des raisons, d'ailleurs, je pensais avoir identifié, en fait, à un moment dans ma vie où, à mon avis, ça avait dû fortement se rigidifier suite à un événement traumatique, et je suis moins sûr de cette théorie aujourd'hui. Je pense que ça a dû être un élément assez fort, mais je suis pas sûr que c'était réellement l'élément déclencheur. Je suis même pas sûr qu'il y en ait eu un réellement, parce que ce qui était intéressant, c'est que cette sortie de transe m'a amené sur une autre piste. Je vais briser, je pense que je vais briser le suspense là, parce que ça fait déjà depuis un moment que je parle. Disons que jusqu'ici, je pensais, ce qui était d'ailleurs un peu le cheminement vers lequel m'avait amené Bhaskar en séance, hein. Je pensais que mon blocage concernant la tristesse était lié en fait à un besoin d'être fort, de ne pas m'apitoyer sur moi-même et de ne pas de ne pas avoir pitié de moi quelque part, de ne pas réussir à être triste pour moi-même. Et bah du coup, très logiquement, j'avais en tête un épisode où j'avais un épisode de ma vie où j'avais toutes les raisons, disons, d'être triste pour moi-même, et où il me semblait que j'avais pas été entendu dans cette tristesse et dans ce désespoir, et que ça m'avait peut-être poussé à réprimer mes émotions pour ne plus être vulnérable à cet endroit. Enfin bref, c'était sur une approche très personnelle, très centrée sur le moi, en fait. Et d'une manière générale, toute l'approche de Bhaskar en thérapie est très centrée sur le soi, sur revenir à soi, sur
sur s'accepter dans toutes ses parts de soi, sur se consoler soi-même, soi, jusqu'à même des formes de réalisation spirituelle, je dirais, sur quelle est la nature du soi, sur le fait que on est où on ne serait, parce que même ça, je commence à le remettre très fortement en question, sur le fait qu'on ne serait finalement que soi, et que soi serait la totalité, et après, le fond du fond, c'est, quand on s'est vraiment bien perché tout en haut, le fond du fond, c'est, en fait, je suis Dieu qui crée le monde, quoi. Ce qui, à un endroit est peut-être vrai, mais à un endroit, à mon avis, est une fuite psychotique terrible, quoi. Enfin, c'est toujours pareil, en fait. La réalité est multifacette. C'est pas parce que c'est une fuite psychotique terrible que ça veut dire qu'un endroit c'est pas vrai. Mais voilà, toute sa démarche est sur un truc très très égocentrique en réalité, et je pense que ça peut faire beaucoup de bien justement à des gens qui manquent d'égocentrisme et qui manquent d'une forme d'ego et d'estime de soi saine, quoi. Je pense que ça peut être pratique pour réinstaller ça. Mais au bout d'un moment, ça a ses limites. Et la réalisation que j'ai eue, enfin, qui n'était pas d'ailleurs seulement une réalisation, mais qui était une véritable libération émotionnelle. Voilà, pour le dire clairement, j'ai chialé bien comme il faut, quoi. Ce qui est extrêmement rare. Enfin, je veux dire, c'est la quatrième fois que ça m'arrive en 13, 14 ans, et les trois précédentes fois, c'était déjà relativement récent, c'était après avoir déjà travaillé certains trucs et tout. Donc voilà, vraiment quand je pleure, ça arrive pas comme ça, quoi. Et en plus là, ce qui était particulier, c'est que c'était la première fois de ma vie, donc même avant le moment où j'identifie que j'ai été bloqué, c'était la première fois de ma vie que je pleurais sur de la fiction. Là, en l'occurrence, c'était une bande dessinée, mais film, livre, bande dessinée, animation. J'ai déjà regardé des trucs qui m'ont ému, mais j'ai jamais regardé des trucs qui m'ont fait pleurer. En plus, c'est d'autant plus intéressant que je trouve que c'est très loin d'être le truc le plus triste que j'ai pu lire de ma vie, clairement. Je pense avoir déjà lu des trucs beaucoup plus tristes que ça, ou qui seraient perçus comme beaucoup plus tristes que ça par beaucoup de gens. Le truc, c'est que là, c'était pas tellement dans ce qu'il y avait dans la BD en soi, le fait qu'elle serait incroyablement bien écrite, ou qu'elle serait incroyablement triste ou quoi, c'est dans l'interaction entre la BD et moi, c'est-à-dire que ça a touché un truc au bon endroit, au bon moment, et il y a un truc qui a craqué, quoi. Et le truc qui a craqué, c'est que j'ai réalisé que chercher à être triste pour moi était complètement... Enfin, je l'ai réalisé après, ça a craqué d'abord, et j'ai même pas forcément bien compris ce qui m'arrivait pour le moment, mais en tout cas, le truc que j'ai réalisé après, c'est que chercher à être triste pour moi, chercher à avoir de l'empathie pour moi, avoir pitié de moi dans un sens positif, hein, était complètement une fausse piste. C'est-à-dire qu'en réalité, j'étais pas tant triste pour moi que ça. Je peux avoir différentes raisons d'être triste pour moi, je pouvais avoir beaucoup plus de raisons par le passé d'être triste pour moi, mais en réalité, ça fait déjà depuis quelques années que je trouve que globalement, ma vie n'est pas si mal, tout n'est pas parfait, il y a un certain nombre de trucs qui peuvent être plus ou moins lourds, mais en tout cas, globalement, euh, je trouve que ce que je vis n'est pas assez terrible pour que je me sente réellement triste, malheureux pour moi, quoi. Voilà, c'est un peu triste peut-être, mais de là à déclencher une véritable libération émotionnelle, non, je, à mes propres yeux, je trouve que ça va pas si mal que ça pour moi. Et c'est plutôt cool, en fait. Mais du coup, oui, c'était une fausse piste. Et en fait, c'est pas pour moi que je suis triste. C'est pour les autres. Et, et c'est ça, en fait, le truc que j'avais manqué. Et je l'avais manqué déjà parce que j'avais de très bonnes raisons de le manquer. Je l'avais manqué parce qu'en fait, j'avais eu toutes les raisons après de me construire dans un déni
de cette chose-là. Et puis, une bonne façon, en fait, de plonger autant que possible dans le déni de cette chose-là, c'était de rencontrer Bhaskar et de faire toute cette démarche qui amène toujours plus vers le soi, vers le jeu. Faire une démarche, enfin, c'est marrant, c'est une démarche qui prétend dissoudre l'ego et qui est en réalité extrêmement égotique, en tout cas de la façon dont il approche le truc. C'est sans doute lié à sa personnalité, mais et de fait, je dirais même que ça m'a fait beaucoup relativiser cette espèce d'idée que l'absolu ce serait le fait qu'il n'y a que soi, parce qu'à un moment, si la réalité profonde des choses, en dehors des narrations, c'est qu'il n'y a que soi, et qu'en même temps, je suis par ailleurs confronté au fait que la réalité profonde des choses, c'est que je suis triste pour les autres, indépendamment de ce que j'ai envie de me raconter égotiquement, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si je suis triste pour les autres, dans ma transe, alors que les autres est supposé être une transe? Et là, ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire la seule chose qu'on peut dire sur l'absolu, c'est qu'il est absolu, et tout ce qu'on dira de plus dessus relève déjà d'une narration. Certains disent il n'y a que moi, d'autres disent il n'y a pas de moi. Peut-être que d'autres disent encore autre chose. Tout est connecté. Enfin, si tout est connecté, ça veut dire qu'il y a toujours des éléments disparates quand même. Enfin, on peut dire ce qu'on veut, ça reste des interprétations. Et en fait, ce n'est pas qu'il n'y aurait pas d'espace en dehors des interprétations, c'est juste que la propriété même de l'espace en dehors des interprétations, c'est que toute tentative de l'interpréter sera une trahison, quoi qu'on fasse. Et d'ailleurs, c'est un truc qui est déjà décrit, paraît-il, mais en tout cas, c'est décrit, et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de vouloir en parler, on ne peut pas s'empêcher de créer des petits groupes de recherche, des sectes et tout, des gens qui vont dire, machin, j'ai rencontré Dieu, j'ai rencontré je sais pas quoi, alors qu'en fait, non, tu sais même pas si t'as rencontré Dieu, en fait, à la limite, t'as rencontré un certain état des choses, quoi, mais tout ce que tu pourras dire dessus n'est déjà qu'une interprétation, et c'est comme d'habitude, si tu crois trop à l'interprétation, tu vas te perdre dedans, et puis c'est ça qui est terrible, c'est qu'en fait, c'est tellement facile de tomber dedans, parce que dès qu'on a de bonnes raisons de penser qu'on a eu un petit aperçu de l'absolu, comment tu veux avoir un recul critique sur l'absolu? Et voilà, et c'est là où, à mon avis, beaucoup de gens qui sont dans une recherche spirituelle finissent complètement perchés et déconnectés. C'est-à-dire que ils ont eu un aperçu d'absolu, ils ont besoin de faire sens de leur expérience, parce qu'en fait, on est obligé de faire sens de notre expérience, quoi qu'il arrive. Et ils se fichent sur une narration qu'ils sont après complètement incapables de déboulonner, puisque de toute façon, c'est une narration sur l'absolu, donc comment tu veux remettre en question la chose? Voilà, t'es baisé, quoi. Et oui. Et en fait, je ne suis pas triste pour moi, je suis triste pour les autres. Et je suis terriblement triste pour les autres, et en fait, c'est assez terrible, quoi, parce que, pourquoi vouloir être thérapeute? Pour venir en aide aux autres, pour apporter quelque chose aux autres, pour se connecter à la misère des autres, pour euh, communier avec la misère des autres. Enfin, il y a sans doute plein de thérapeutes plein de psychologues, psychologues et non psychothérapeutes du coup, qui diraient que justement le psy est supposé garder une certaine attitude de détachement, voilà justement pour éviter les contre-transferts. Pourquoi pas? Après moi je pense que quand on veut s'enfermer dans des rôles, il risque toujours d'y avoir des phénomènes de retour du refoulé, et puis qu'en plus, je sais pas si les gens, en fait, se sentent vraiment écoutés quand on reste absolument dans un rôle et qu'on veut pas en sortir, donc peut-être que j'ai tort, mais moi, j'aurais tendance à promouvoir une approche plus incarnée et qui assume plus sa subjectivité et plus son implication que ça. Voilà.
Mais à un moment, ouais, si tu fais un métier où tu te connectes à la souffrance des autres pour les aider, bah c'est que tu vas en prendre un paquet. Moi, c'est marrant parce que quand j'ai commencé mes études de psychologie, je me disais, ah ouais, moi c'est super parce qu'en fait, je suis tellement capable de prendre du recul, de rester serein, de pas me laisser envahir par mon affect et tout, que en gros, on pourrait me raconter à peu près n'importe quoi. En gros, je serais capable de l'écouter et ça me ferait pas flancher et ça me, en gros, c'est un métier que je serais capable de supporter, quoi. Et je pense que à cette époque-là, c'était vrai. Je pense que on aurait pu me raconter à peu près n'importe quelle horreur, ça va, j'aurais bien encaissé, je serais resté assez stoïque. Après, ce qu'il faut voir, c'est le sacrifice derrière qui me permettait d'être aussi stoïque. Et là, c'est autre chose. Et moi, j'en suis à une phase aujourd'hui où je me dis peut-être qu'en fait, j'ai le droit d'être profondément touché par la souffrance des autres et que peut-être que ça va pas nuire en fait à la démarche, genre peut-être même que ça va l'aider en fait si je peux être profondément touché et jusqu'à le montrer en fait. Et Et c'est là où on voit tout le problème, c'est-à-dire que si d'un côté, je veux avoir une activité où je cherche profondément à aider les autres, et à écouter les autres, et à communier avec la souffrance des autres, et que d'un autre côté, il y a une part de moi qui considère qu'en gros, la souffrance des autres, je m'en fous, qu'elle ne me concerne pas, et qu'en plus, je n'ai fondamentalement rien à apporter aux autres, parce qu'en fait, c'est ça qu'il y a derrière. C'est pourquoi est-ce que cette espèce de besoin de me couper de la tristesse, de la douleur que j'ai pour les autres, bah c'est pas parce que je manquerais à la base d'empathie, au contraire, je pense que enfin, pour la petite histoire, quand j'étais tout petit, je me suis intéressé à la pêche à un moment, j'ai envie de commencer la pêche. Avec ma mère, on avait même acheté une canne à pêche et plein de matériel, Décathlon et tout, et voilà, on a essayé de pêcher un poisson dans un lac, dans un parc qui était pas loin de chez nous. Je sais pas si on avait le droit d'ailleurs, mais peu importe. Et puis, en fait, quand j'ai compris ce que ça impliquait réellement, en plus c'était même pas pour les garder ou tout, c'était pour les relâcher après. Mais il y a un moment, il y a l'hameçon qui s'est coincé dans la bouche du poisson, il est reparti avec et il y a ma mère qui essayait de me baratiner, que non, mais c'est bon, le truc elle les détacher, ou je sais plus quoi, j'y ai pas cru une seconde. Et je me suis dit, merde, en fait, le poisson va rester avec son hameçon accroché, peut-être même il va en mourir, et c'est horrible, et quelque part, je me sentais super coupable, en plus je me disais, c'est de ma faute, en fait. Et j'étais au bout de ma vie, j'étais complètement en larmes, j'avais 5 6 ans, donc, et j'ai jamais voulu refaire de la pêche depuis, je me suis jamais réintéressé au truc, mais c'est parce que, en fait, j'avais pas réalisé, et ça m'a frappé d'un coup, et j'étais au bout de ma vie, donc oui, je pense que c'est, le problème n'était pas ma capacité d'empathie au départ, au contraire, je pense même que j'avais peut-être une hypersensibilité, comme certains diraient. Mais c'est juste qu'à un moment, j'ai ressenti le besoin de me blinder, parce qu'en fait, quand à la fois t'es très conscient des horreurs du monde, et qu'en même temps, quand t'en parles, la plupart des gens n'ont pas l'air d'y être connectés, et quand tu proposes des solutions pour en sortir, tout le monde s'en fout, les gens comprennent pas les gens comprennent pas ta démarche, les gens comprennent pas ce que tu veux faire. D'une manière générale, les gens comprennent pas ce que t'as apporté. Bah, ce que tu finis par conclure, c'est qu'en fait, t'as rien à apporter et que peut-être que tu trouves des trucs, mais que, vu que les gens s'en foutent, c'est comme si tu trouvais rien. Et voilà, et puis du coup, c'est, après, Hypnomachie, ça nourrissait tout ça, c'est-à-dire que c'est un endroit où concrètement, on te dit, bah ouais, nous on est tellement avancé que les gens peuvent rien y comprendre, donc quelque part,
faut qu'on arrête de vouloir leur expliquer, faut qu'on arrête de, faut s'occuper un peu de notre précaré, parce que les autres, de toute façon, voilà, en gros, c'est triste, mais on peut rien y faire, faut même, ça je l'invente pas, c'est quelque part, accepter qu'à un endroit, il peut y avoir un mec qui bat sa femme, juste dans l'appartement d'un côté, et qu'on peut rien y faire. Euh, Pourquoi pas, mais à quel coût, encore une fois. C'est même pas tellement à quel coût pour l'autre, hein, parce que oui, peut-être que c'est vrai qu'on peut rien y faire, mais c'est à quel coût pour soi. Quel coût ça a pour soi, en fait, d'arrêter d'être blessé par cette situation, d'arrêter d'être effondré par cette situation. Pour expliquer quand même quel est le truc dans la bande dessinée qui m'a provoqué cette réaction émotionnelle et cette sortie de transe, c'est en fait la BD s'appelle Carbone et Silicium, et en fait c'est comment dire, ce qui m'a beaucoup touché avec cette bande dessinée, que je trouve pas si incroyable du reste dans son scénario et tout. Bon, il y a une certaine esthétique et tout, c'était pas déplaisant à lire, mais c'est pas forcément le truc le plus incroyable que j'ai lu. Bon, peut-être que je suis pas sensible à certains aspects du truc, mais j'ai trouvé que c'est une bande dessinée de science-fiction, disons, et j'y ai vu un peu le pire, on va dire, de Orange malsain enfin, une forme de, pour le traduire dans les termes non spiraux, disons, d'une forme de recherche du fait de se sauver, de transcender sa condition humaine et de transcender la mort via la technologie. Tout le rêve transhumaniste, en fait. Et pour moi, il y avait quelque chose qui se dégageait de cette bande dessinée, c'est-à-dire genre la fuite en avant transhumaniste, la fuite en avant dans l'évitement de sa mortalité, de sa finitude, dans une peur de la mort, jusqu'à une forme de fuite complète de toute forme de transcendance et de spiritualité. Et euh, ouais, c'est ça, c'est genre orange malsain, fuite complète de Dieu, de la transcendance, c'est quelque chose qui amène à une forme de réification extrême de la matière. À un endroit, la matière et tout ce qu'il y a, et d'ailleurs c'est même très paradoxal en fait, parce que dans la bande dessinée, en fait, d'un côté, les personnages, quasiment tous les personnages en fait, sont incroyablement matérialistes dans leur vision du monde, dans leur idéologie, et en même temps, on se rend compte au fil du temps que les gens se réfugient de plus en plus dans des mondes virtuels, et même essayent de connecter leur cerveau directement à Internet et tout, pour rentrer dans une forme d'espace non matériel quelque part. Donc c'est la technologie qui provient de la matière qui nous permet à l'endroit d'échapper à la matière, d'échapper aux finitudes aux limitations de notre corps, en allant vivre dans le monde numérique, quoi, et dans une sorte de monde numérique où tellement poussé et tellement interconnecté qu'on finit par réellement s'incarner dedans, quoi. On retrouve un peu le fantasme du métaverse euh, voilà, à la Facebook, là, à la Zuckerberg. Mais, euh, mais là, c'est un truc où c'est pas juste un truc sur les yeux, c'est carrément, les limites, à la fin, tu télécharges ta conscience dans le système, et il y a un moment qui est assez horrible, assez gore d'ailleurs dans la bande dessinée, on a un personnage comme ça, en fait, qui a bossé toute sa vie dans la technologie, dans la conception d'intelligence artificielle très poussée, des IA fortes, donc des IA qui sont supposées avoir une conscience d'elles-mêmes, et, euh, et qui en fait, on comprend petit à petit dans l'histoire, est tellement, en fait, déteste tellement quelque part l'humanité, les limitations humaines et ses propres limitations humaines, euh, qu'elle a créé des robots qui sont supposés être quelque part des sortes
qui sont supposées être la nouvelle étape de l'humanité. Je pense qu'on peut dire que, même si c'est pas dit clairement, je pense qu'on peut dire qu'elle le voit comme ça, et elle les considère comme ses enfants, et en fait on voit qu'elle se désintéresse même de ses enfants biologiques, parce que ses réels enfants, ce sont les robots qu'elle a créés. Et cette personne-là, à la fin, elle finit à 134 ans, maintenue en vie par des procédés technologiques, mais en fait son corps physique est complètement ravagé, c'est-à-dire qu'en fait son corps n'est tellement plus en mesure de la maintenir en vie que via des procédés chirurgicaux, on l'a amputé d'une très grande partie de son corps pour en gros conserver que un torse, un bras, la tête et les organes vitaux principaux. Et en gros, elle est maintenue en vie par un, par des systèmes médicaux assez complexes et une partie de sa conscience est branchée en permanence au réseau pour lui permettre, on va dire, d'échapper aux limites de son corps qui n'est plus qu'une ruine et réussir à avoir un semblant de vie agréable, quoi. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est même pas le moment où ça m'a fait craquer. Il y a eu un essai retard en fait. C'était peut-être 15 ou 20 pages après, mais il y a vraiment cette image qui m'a frappé de à quel point l'absence de toute forme de transcendance et l'absence de toute forme de vie spirituelle et le rejet de ce qu'on pourrait appeler le divin, quoi, qu'on mette derrière, jusqu'où ça pouvait conduire, jusqu'à quel état de dénuement et de peur et de fuite ça peut mener. Jusqu'à quel point, en fait, des gens qui ont peur de la mort parce que justement, enfin, c'est terrible, en fait. C'est des gens qui pensent à la fois que le corps est une prison, que la vie est cynique, moche, sans espoir, et puis ils détestent la vie, mais ils ont horriblement peur de la mort parce que la mort est la finitude de tout. Donc en fait, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour avoir une vie absolument misérable plutôt que de risquer de mourir. Et, et ça, ça, ça m'a fait réagir parce que je me suis dit, c'est pas, c'est pas juste de la science-fiction. Il y a une idéologie derrière. Il y a une idéologie de l'époque. Je sais que beaucoup de gens abordent leur vie de cette façon-là. Je sais que c'est un problème qui est très répandu. Je sais que beaucoup de gens, en fait, sont peu ou prou dans des fonctionnements, dans des visions du monde qui correspondent, en fait, à ce qu'on peut lire dans cette bande dessinée. Et, et je me suis dit, merde, moi, ça va, j'ai réussi à me créer une certaine sérénité, à me créer du bien-être. Donc, je suis plus là-dedans. Et je me suis dit, merde, en fait, pendant que pour moi ça va, le reste du monde, pas tout le monde, mais une bonne partie du reste du monde en est là, quoi. Et je me suis dit, putain, merde, c'est... Je peux pas rester indifférent à ça, quoi, c'est pas possible. Et c'est ça, en fait, qui m'a fait lâcher. Je peux pas, je peux pas vivre à côté de ça, quoi, c'est même tout le sens c'est même tout le sens de ce que je fais, en fait, c'est, que je l'admette ou non, j'ai besoin d'agir, j'ai besoin de donner du sens à ma vie en faisant en sorte qu'au moins il y a quelques personnes que je puisse sortir de ce truc-là. Et, et quelque part,
j'avais besoin de me raconter que c'était plus pour moi que ce que c'est réellement en réalité. Et je me suis dit, en fait, je suis pas aussi auto-centré que ce que je pensais, et beaucoup de gens se diraient génial, parce qu'ils sont identifiés ils sont identifiés justement à l'idée qu'ils pensent aux autres, qu'ils sont généreux, que voilà, parce que c'est des valeurs qui sont bien vues, mais en fait, moi, cette idée n'est pas très confortable pour moi, en fait, pour d'autres raisons. Je suis pas si confort que ça avec l'idée que j'en ai quelque chose à faire pour les autres. C'est marrant. Et oui, peut-être qu'adhérer aux valeurs d'un psychopathe très autocentré et qui a de manifestes problèmes avec l'empathie, c'était peut-être une bonne façon de me convaincre que j'étais beaucoup plus comme lui que ce que je suis réellement, quoi. Et ouais, j'en ai quelque chose à foutre.皆さんこんばんは。今日は私の大切な人の話をします。不動明くん、さっきテレビで見た人も多いと思います。彼は私の家族なんです。明くんは自分のことを悪魔ではない、デビルマンだと言ってました。体は悪魔でも心は人だと私は信じます。彼の心は元のままだと思うんです。彼は人のために泣く人なんです。昔から幼い時からアキラくんはそうでした。私が意地を張って泣けない時も代わりに泣いてくれました。アキラくんが泣くときはいつも誰かのためなんです。自分が悲しいときは全然泣かない。強いんです。心が強い。だけど人一倍人のために泣く。世界中がアキラくんみたいな人になったら全ての人が幸せになるんじゃないかな。人のために泣いて、人のことを考えて、そんなの夢かもしれない。でもそんな心を持っている人なら、それが悪魔でも人間でも受け入れます。無条件で愛します。みんながそう思えば平和が訪れる。
私一人が無力でも一人一人が無力でもみんながそう思えば世界は一瞬で変わる。信じるよ。ありがとう。ごめんなさいね。ごめんなさい。ごめんなさい。おい。En soi, Zell avait raison sur un point. Une personne qui est sur mon groupe, qui discute depuis longtemps et qui, on va dire, a beaucoup de mal à comprendre ma démarche et ce que je fais. Et oui, j'ai envie de lui dire, si regarde cette vidéo, oui, t'avais raison sur certains points. Après, le problème, c'est que qu'est-ce que ça te coûte d'avoir raison, quoi? Parce que voilà, moi, en fait, tu peux rationaliser tout ce que tu veux et dire que j'écoute pas et tout. Moi, j'écoute, en fait. Je veux dire, moi, je peux accepter même même qu'un enfant de 5 ans, 6 ans, puisse me faire des leçons de vie. C'est pas une idée qui me dérange, quoi. J'estime que vu que tout le monde voit une partie du monde, tout le monde a quelque chose à apporter. Donc, ouais, je pense être capable, et je pense l'avoir démontré d'ailleurs, je pense être capable de tirer quelque chose de ce qu'à peu près n'importe qui peut me dire en ayant un certain discernement quand même, mais voilà, de toute façon, c'est toujours une perspective que j'ai pas à la base, donc voilà. Donc oui, moi on me dit des trucs, je vois qu'à un endroit ça touche quand même quelque part, je me dis bah c'est pas ça doit vouloir dire quelque chose, donc bon, je fais le travail, Le truc c'est que bah moi je fais le travail et toi tu le fais pas, et donc effectivement dans certaines perspectives on va dire où on refuse de comprendre qu'on fait partie de l'expérience et qu'on refuse de voir notre subjectivité, bah en gros ceux qui font le travail et qui réalisent qu'il y avait un truc qui était pertinent quand même, bah on se rend compte qu'effectivement c'est la preuve qu'ils avaient tort et qu'on avait raison. Et puis on refuse de voir que nous-mêmes on aura peut-être un sacré paquet de choses à bosser de notre côté, que l'autre aussi est le miroir de nous-mêmes, que c'est peut-être d'ailleurs pour ça en fait que au fond on a envie de faire la leçon à l'autre parce qu'il y a quelque chose chez l'autre qui nous attire, parce que quelque part il exprime quelque chose qu'on rejette chez nous, donc voilà, on fait des leçons à l'autre pour ne pas vivre le manque chez nous. Et bah du coup tu m'as fait la leçon, je l'ai entendu, j'ai bossé, j'ai actualisé. Tu peux te servir tu peux te servir de cela pour te confirmer dans le fait que toi tu n'as rien à actualiser. Ou alors, tu peux te servir de moi comme exemple pour te rendre compte qu'au contraire, si moi je peux actualiser, toi aussi tu peux le faire, et qu'en fait, c'est juste la preuve que l'être humain est capable de faire ça, et donc toi aussi. Mais à mon avis, enfin, je te souhaite de voir plus loin que ça, mais à mon avis, tu
tu n'en tireras pas ton beurre, tu n'iras pas voir en fait à quel endroit est-ce que ma névrose venait et vient toujours, hein, parce que c'est bon, j'ai pas changé du tout, hein. Tu verras pas à quel endroit est-ce que ma névrose venait te compléter. Et moi je pense que ma névrose te complète, mais que ouais, bah, t'as préféré insulter un peu tout le monde plutôt que d'aller réellement explorer à cet endroit-là, quoi. Bon. Ah. Enfin, bon. J'ai dit ce que j'avais à dire sur ce point, je pense. Concernant Baskar, oui, bah, je vais y revenir encore un peu. Voilà, c'est sur le côté peut-être un peu qu'on pourrait interpréter comme brutal de ma démarche, en fait. On peut le voir de plusieurs façons, encore une fois, comme d'habitude. C'est-à-dire que oui, d'un côté, il y a quelque chose de profondément égoïste, autocentré qui parle de mon ego. Effectivement, rien ne m'obligeait à l'afficher comme ça, à dire ce que j'ai dit. Ça a eu, à mon avis, un certain nombre d'effets positifs, mais peut-être pas pour lui, du coup, peut-être pour d'autres personnes. D'un autre côté, je fais le constat aussi que quand je procède de cette façon, et c'est très malheureux, mais que quand je procède de cette façon, il y a un message qui passe. Je sais pas s'il est entendu, je ne sais pas jusque dans quelle mesure il est entendu, mais en tout cas, le message visiblement arrive jusqu'à ses oreilles. Et au fond, moi, c'était ce que je cherchais. Alors après, pareil, est-ce que je devrais considérer que, effectivement, qu'il est dans son système, que son système a une homéostasie, que comme n'importe qui, il a besoin de se protéger. Et je rentre en empathie avec cet endroit-là aussi. C'est-à-dire qu'à un moment où je me dis, quand même, quel connard en fait je suis à faire mes vidéos, et est-ce que c'est pas limite du harcèlement en fait, est-ce que ce besoin de revenir aller le titiller sur des trucs que visiblement il a pas envie d'intégrer, est-ce que c'est vraiment respectueux, est-ce que c'est un acte de bonté, est-ce que c'est un acte d'amour, ou est-ce que c'est juste une forme d'obstination pour valider les propres trucs, et puis un endroit en fait où on est tous violents, quoi, ça, qu'on le veuille ou non, donc, mais, ça, ce qui est assez terrible, c'est que justement, voilà, c'est un endroit, j'arrive pas à lâcher, quoi. Je vais finir par lâcher, hein, c'est bon, je pense que là, on arrive au bout du truc, et puis, à mon avis, le parachèvement de ce machin, ce sera ma formation, de l'hypnomachie à la doxologie, et puis là, je pense que quand j'aurai fait ça, à mon avis, on sera à peu près au bout de l'arc, et je consacrerai du temps à d'autres choses, disons, parce que à un moment, de toute façon, j'ai vu les limites, et puis une fois que tout a été dit, moi, je peux plus rien y faire, voilà. Et je suis pas les seuls à les voir, d'ailleurs, on est quand même beaucoup à tous faire le même constat, quoi. Beaucoup. Et ça, dans les grandes lignes, voilà, quoi. Mais, ouais, en fait, à un moment, voilà, j'ai pas envie de lâcher, c'est parce que peut-être que lui, quand il voit des gens qui souffrent, il se barre parce qu'il veut pas, parce que justement, ça lui provoque de la souffrance pour lui aussi. En fait, il préfère fuir, il préfère s'éloigner, en fait, de ce qui génère de la souffrance, parce qu'il veut pas souffrir lui aussi, parce que c'est insupportable pour lui de voir souffrir les autres. Ou peut-être qu'il y a un truc comme ça, mais, et voilà, moi j'ai beaucoup plus de mal à lâcher, en fait, quand je vois des gens qui sont en train ouais, on pourrait dire de s'auto-détruire, quoi. En tout cas, qui sont en train de se fuir et de rentrer dans une espèce de spirale qui, à mon avis, dont ils ne retireront rien de bon. J'ai du mal à simplement accepter, on va dire, de leur dire ce qui est bon pour leur ego, pour éviter de les blesser, pour éviter de créer des tensions et tout, et de me dire, bah c'est comme ça, de toute façon, ça va te faire le cheminement, ce qui à un endroit est vrai, mais en fait,
j'ai un gros problème pour lâcher ça. J'ai quand même envie, en fait, de faire ce que je peux pour provoquer une réalisation, quitte à ce que ce soit confrontant, quitte à ce que ça puisse servir à rien. Je, je finis par lâcher, mais c'est vraiment genre quand, quand j'ai fait le deuil, en fait, de la possibilité de faire en sorte que la personne voit dans quelle merde elle s'est foutue, quoi. Et, euh, et je pense d'ailleurs que c'est souvent vécu comme une forme de libération aussi pour la personne, donc tant mieux en soi, mais ouais, en fait, ça implique de passer par une phase de deuil où tu comprends que tu pourras rien y faire enfin, c'est marrant de se dire quand même que respecter la personne, c'est faire le deuil d'elle, quoi. Je, je suis pas totalement en phase avec cette idée, quoi. Donc bon, je pense que là, c'est un peu le, pas le chant du cygne. Enfin, je donne les dernières pistes et puis après c'est bon. Je pense que j'estime que j'aurais fait le tour là. Enfin, je sais pas, on verra bien, mais voilà, c'est que, euh, oui, en fait, voilà, c'est à un moment, bah, pour moi, la situation est une bonne démonstration qu'en fait, il y a des bugs assez systémiques, assez généraux, en fait, dans toute la pensée hypnomachique. C'est genre, c'est là où c'est d'ailleurs très intéressant, en fait, que ça se soit passé avec une BD. C'est-à-dire que c'est pas avec une personne les yeux dans les yeux que ça s'est passé. C'est, à un endroit, c'est le reflet de quelqu'un. C'est-à-dire que c'est le reflet de l'auteur, c'est le reflet de la pensée de l'auteur, c'est le reflet des émotions de l'auteur. C'est ce qu'il a injecté dans sa création artistique. Mais en tout cas, c'était pas une interaction directe. Et, euh, et oui, en fait, c'est un truc dont j'avais déjà l'intuition que j'ai déjà pu dire et que bah du coup je vérifie concrètement et qu'à mon avis je vais encore plus vérifier parce que j'ai l'intention d'explorer de plus en plus dans ce sens-là. Je pense que la fiction peut avoir un énorme pouvoir euh, pour aider pour aider à la conscientisation de soi et pour aider à la sortie de transe. Et là c'est intéressant parce que la fiction, et d'ailleurs, Bhaskar apparemment aime de moins en moins lire de la fiction, regarder des films, écouter de la fiction, tout ça. Parce que bah c'est la fiction, c'est un putain de processus hypnotique. C'est pour entrer dans une fiction, on crée tout un cadre où la personne rentre en transe, ou elle rentre dans un autre univers, où elle s'identifie à des personnages qui n'existent pas réellement. C'est tout un putain d'univers hypnotique en fait la fiction, et ça fonctionne comme ça. Et pourtant, la création d'un univers hypnotique peut nous faire sortir de transe et peut avoir un intérêt en termes de réalisation spirituelle. Voilà, il peut nous faire conscientiser des choses. Mais parce que à un endroit, en fait, la fiction fait partie du réel. Et oui, la fiction fait partie du réel, la fiction fait partie de l'expérience vécue. Et je crois même, en fait, que la fiction, c'est précis, enfin, pas que la fiction, mais le sens en général, l'hypnose, en fait, la capacité d'être humain à se raconter des histoires, c'est ce qui permet d'être connecté à autrui et au reste du monde, et c'est peut-être justement cet avantage-là qu'on a par rapport aux animaux, et qui fait qu'aujourd'hui, en gros, on domine la planète et pas le reste des animaux. C'est parce qu'en fait, on est capable de s'extérioriser de soi-même, par la fiction, par la transe. Parce qu'en fait, c'est jamais nos propres histoires qu'on raconte, c'est toujours les histoires des autres. Et les autres racontent les histoires des autres, et encore des autres, encore des autres. Et c'est ça, en fait, la mémétique, le fonctionnement mémétique. C'est des entités de sens qui voyagent de cerveau en cerveau, comme ça, et en fait, l'humain a un problème avec son identité parce que je pense de plus en plus que
que la spécificité de l'humain, c'est qu'il est multiple. Et pourquoi il est multiple? Parce qu'il n'est pas lui-même. Parce que il est perpétuellement envahi par les idées, par les égos, par les émotions, par les perceptions des autres. En tout cas, c'est encore une rationalisation en réalité, mais pour moi ça fait beaucoup plus sens que cette espèce d'idée que en gros, en ayant croqué le fruit de la connaissance, en ayant découvert le bien et le mal, on se serait aliéné de nous-mêmes et qu'il s'agirait de se re-rassembler en prenant conscience de notre solitude ontologique et du fait que le mental ne parle que du mental. C'est quelque chose qu'on peut faire, hein, mais est-ce que c'est pas juste une fuite de plus qui part en réalité d'un endroit complètement égotique et qui part d'une narration comme quoi le réel tel qu'il est, c'est-à-dire le réel sans narration serait le vrai réel et que le reste serait une illusion. L'illusion fait partie du réel et c'est même pire que ça, c'est que l'illusion étant à peu près tout ce qu'on expérimente, en réalité l'illusion est la plus grande part du réel et le réel sans illusion n'est qu'une toute petite part du réel en réalité. Qu'est-ce que ce n'est de plus sinon un état de conscience particulier? Bon bah je sais pas, moi je pense que c'est une piste à creuser sérieusement et qui permettrait peut-être justement d'avoir une conscientisation, une sortie de transe sur mais quelle est cette espèce d'absolu que je cherche depuis des années, depuis je sais pas combien de temps. En quoi est-ce qu'en fait je cherche un absolu parce que je suis en réalité en rejet de ma condition humaine. En fait, je préfère m'identifier à Dieu, on pourrait dire, que d'accepter simplement ma condition d'être humain limité, divisé, qui n'est qu'un patchwork en fait de toutes les idées des autres, qui est profondément soumis à sa subjectivité, à sa partialité, d'une manière complètement indépassable, parce que c'est une propriété même de l'incarnation. Et d'ailleurs, à mon avis, le fait de vouloir dépasser ça, c'est de la toute-puissance, hein, pour reprendre, pour dire les termes. C'est complètement de la toute-puissance, c'est croire qu'on va échapper à sa condition humaine, mais on n'échappe jamais à sa condition humaine. Comment tous ces milliers de gourous ne peuvent pas avoir la franchise de dire ce qu'ils sont en train de faire? Que sont-ils en train de faire, si ce n'est en fait prendre ton petit cœur et jouer avec, lorsqu'ils te racontent que tu vas devenir une meilleure personne? De quoi on est en train de parler? J'ai vraiment envie de te retourner le truc. C'est moi qui ai envie de me mettre en colère et de dire mais attention, à chaque fois qu'on ouvre la bouche, évidemment qu'on manipule, et à chaque fois en fait qu'on croit dire la totalité, la vérité, quelque chose d'absolu, évidemment qu'on est dans le mensonge. Comment pourrait-on tout dire? Comment pourrait-on être au fond de sa sincérité alors qu'on est au balbutiement de la rencontre avec soi? On n'échappe à sa condition humaine que dans la mort. Et d'ailleurs, je pense que si on part dans certaines interprétations spirituelles, quand tu meurs, tu deviens pas un espèce d'esprit transcendant qui retourne dans l'unité de je sais pas quoi. Hein. C'est juste qu'il y a ton ego qui meurt, mais en fait tous les égos qui restent continuent à vivre. Et je te pourrais dire que la nature profonde de Dieu si on veut aller se percher, je pourrais bien que la nature profonde de Dieu, en fait, ce soit d'être tous les égos qu'il puisse y avoir de tout temps et à jamais. Et jamais la totalité. En fait, la totalité ne serait que la conjonction de tous les égos, mais sans les annuler. Voilà, donc en fait, non seulement l'ego serait peut-être un aspect ontologique de l'être humain, mais ce serait peut-être un aspect ontologique de Dieu lui-même. Tiens, ça serait très très ironique. Et ouais, qu'est-ce que je viens chercher? Puis pour parler on va dire du tiers inclus que je suis en train de développer sur Hypnose des hypnoses, pareil, là une piste, c'est en fait, est-ce que la déshypnose, c'est pas juste
c'est pas juste le frère jumeau maléfique de l'hypnose, ou alors l'hypnose est le frère jumeau maléfique de la déshypnose, mais moi ce que j'observe en fait, c'est que les deux procédés me semblent de plus en plus complètement jumeaux, en fait. C'est-à-dire que je vais m'expliciter un peu. D'ailleurs, ça aurait dû être du contenu que j'aborde que dans la formation que je veux créer, mais bon, je vais développer un peu la chose aussi en vidéo, parce que j'ai quand même à cœur que cette information circule, y compris pour les gens qui font pas le séminaire. Quand on hypnotise, il y a un processus d'entrée en transe, et on va partir, on va dire, de l'hypnose un peu crade, de l'hypnose des hypnothérapeutes, voilà, qui veulent te faire arrêter de fumer en 3 séances. On va partir de cette hypnose-là. Comme ça, tout le monde, en tout cas dans la démarche d'hypnomachie, sera globalement d'accord, je pense. Donc en gros, on va dire que le schéma classique, bébête un peu, c'est je te propose de l'hypnothérapie pour que tu arrêtes de fumer, du coup, je vais te mettre en transe pour... en fait, je sais même pas réellement comment il procède, mais je sais pas, je vais te faire associer la cigarette à une expérience très désagréable, ou alors je vais te faire des visualisations de toi qui ne fume plus, où je vais faire en sorte que dès que tu penses à ton envie de fumer, en fait, directement, ça te crée un ancrage qui te fasse penser à, je sais pas, aller courir, ou aller faire autre chose, ou avancer sur tes projets, tiens, voilà, enfin, à mon avis, ça va être des trucs un peu comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on va bloquer le signal, et en fait, on va essayer de créer autre chose à la place. Voilà, donc, on va dire que je bidouille un peu le système mental comme une machine pour obtenir un résultat qui en fait part d'une volonté égotique, et en méprisant totalement les causes profondes de pourquoi est-ce que je suis autant dépendant à certaines substances addictives qui sont des trucs qui se sont passés dans l'enfance, ou qui sont liés à une construction égotique de j'ai besoin de prouver ci, j'ai besoin de prouver ça. Enfin voilà, en gros on s'épargne le besoin d'aller regarder ce qui dans la construction de l'individu fait qu'il y a un besoin de compensation pour ne pas aller se rencontrer à certains endroits, et en fait on a une approche très mécaniste, très robotique de l'individu, qui consiste en gros à accomplir des objectifs via de la mise sous transe et tout, et bah du coup écologiquement c'est pas terrible, parce qu'on règle pas le problème de fond, et du coup il se remanifeste d'une autre façon, et ça crée un déplacement de symptômes. Bon, ça c'est la théorie de base, et a priori je n'ai pas de souci avec ça. Je trouve ça assez ignoble en fait de se traiter de cette façon-là comme un objet, effectivement. Je ne renie pas du tout cet aspect-là. À la limite, je suis presque encore étonné avec le recul qu'on puisse passer 10 ans à faire de l'hypnose tout en ayant eu accès à des approches soi-disant traditionnelles qui sont supposées être l'opposé de ça. Mais bon, admettons, après tout, je suis pas passé par le même chemin, donc peut-être que j'aurais pas fait mieux, je sais pas. Mais bon, le truc, c'est que qu'est-ce que c'est que le déplacement de symptômes? Pourquoi il y a un déplacement de symptômes? Et quelle est la nature du déplacement de symptômes, et à quoi il sert? Pourquoi est-ce que, si on m'hypnotise pour que j'arrête de fumer, pourquoi est-ce que je vais me mettre à boire? Ou pourquoi est-ce que je vais devenir addict au sport, mais avec un rapport complètement malsain, où en fait je vais dépasser mes limites, et je sais pas, je vais me faire des problèmes d'articulation. Pourquoi est-ce qu'il y a ce déplacement? Et parce que moi, la façon dont je l'interprète, c'est que ce déplacement est un système de sécurité du corps, et du système nerveux, ou du corps en général, peu importe. C'est un système de sécurité qui permet en fait de préserver l'homéostasie du système psychique dans son ensemble, parce qu'à un moment, il y a un truc qui dit « Ah, là, depuis qu'il y a eu cette hypnose, le système est déstabilisé, il y a un problème, mais qui n'est plus compensé, donc là, ça risque de partir en couille. Donc, il faut que je le compense autrement. Et donc là, il y a un rééquilibrage.
Et donc en fait, le système se rééquilibre, et il y a eu un déplacement. Maintenant, je dirais que ça pose la question, au fond, si la conséquence de l'hypnose, c'est de provoquer un déplacement, de provoquer un mouvement, et qu'au final le truc se rééquilibre, alors certes on peut se dire, bah du coup, on n'a pas vraiment bougé, mais est-ce que dans l'absolu c'est si terrible que ça au fond? Peut-être qu'à forte dose je pense que le problème en fait ça va être quand justement on va avoir besoin de se réhypnotiser parce qu'on refuse en fait ce processus de homéostasie qui fait que le truc se rééquilibre. Donc là effectivement il y a un endroit où en fait on va tellement forcer sur le système qu'à mon avis le truc il va avoir de plus en plus de mal à compenser, et au bout d'un moment là ça peut vraiment péter grave. Mais en soi, s'il y a juste un déplacement, bah, au fond, le truc c'est juste rééquilibré d'une autre façon, c'est un nouvel équilibre de Nash, et c'est pas si grave que ça, au fond, pour la santé psychique globale de l'individu, quoi. C'est juste que, bah, effectivement, y a ce truc de ça sert à rien. J'irai même plus loin, j'ai même envie de dire, peut-être que, y a certaines addictions qui sont plus faciles à gérer que d'autres. Peut-être qu'en fait, je préfère, je sais pas, peut-être que je préfère être addict aux séries Netflix que être addict à la clope, quoi, parce que bon, ok, je perds pas mal de temps, mais d'un autre côté, je suis pas en train de détruire mes poumons, peut-être que globalement, c'est un deal qui me convient, quoi. Voilà, donc, peut-être que dans certains cas, en fait, les gens sont plutôt satisfaits de leur hypnose, malgré le déplacement de symptômes. Mais le déplacement de symptômes, qu'est-ce que c'est sinon une déshypnose? Qu'est-ce que c'est sinon un processus naturel de l'organisme qui consiste à dire, face à une trop grande hypnose, je vais me déshypnotiser à un autre endroit, je vais faire bugger le système égotique, je vais faire bugger cette espèce de narration en fait que l'organisme essaie de suivre en disant moi je suis quelqu'un qui n'a pas d'addiction, qui voilà, je vais faire bugger ce truc-là en provoquant une autre ailleurs, via des processus inconscients et malgré la volonté de l'individu. C'est là après on a des gens qui vont dire je suis en lutte contre moi-même, je m'auto-sabote, et voilà, mais c'est parce qu'en fait effectivement il n'y a pas d'auto-sabotage, bon, ça d'ailleurs ça a déjà été décrit par Bhaskar, hein. Il n'y a pas d'auto-sabotage, c'est juste que le système s'autorégule et qu'à la limite, le système... c'est là où en fait c'est très élégant, en fait, les choses sont bien faites, le monde est incroyablement bien fait, c'est qu'à la fois on préserve l'ego, parce qu'on... L'inconscient préserve l'ego parce qu'il laisse l'ego se raconter qu'il est en train de faire des trucs pour s'améliorer, et que ouais, ça marche, et que voilà, et que tout est bien. Et en même temps, en sous-main, il fait tous les trucs nécessaires pour préserver la structure psychique. Donc en fait, c'est très élégant. C'est les besoins de l'organisme et les besoins égotiques sont tous les deux satisfaits. Donc c'est génial. Voilà, et du coup, en fait, la conclusion que j'en tire, c'est que toute énergie hypnotique, toute poussée vers l'hypnose, provoque une réaction déshypnotique, provoque une réaction de sortie de transe. Et la sortie de transe, ça va être tous ces bugs, en fait, tous ces trucs névrotiques qui vont se manifester pour recréer de l'équilibre. C'est voilà, on a voulu me conditionner, on a voulu me conformer, mais il y a un truc chez moi qui va merder et qui va me permettre d'avoir cette espèce de respiration, cet endroit en fait où je peux ne pas être à l'image de ce que je voudrais être. Je peux vouloir faire super attention à ma ligne et en fait avoir des crises de boulimie. Je peux enfin bref, cette espèce de comportation, cet espace où en fait on est forcé de ne plus agir conformément à ce que notre personnage dirait qu'on doit agir.
Alors peut-être que mon développement est un peu long, mais j'ai envie quand même que le mécanisme soit bien clair. Et donc en fait, ce qui va se passer, c'est que la déshypnose, la déshypnose, c'est exactement pareil, en fait. Mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que on a besoin d'avoir un ego, on a besoin de se raconter des choses, on a besoin d'interpréter le monde, on a besoin d'avoir une direction de vie, on a besoin d'avoir un inconscient aussi. On a beaucoup besoin d'avoir un inconscient, putain, enfin, genre... vivre dans la conscience permanente, c'est pas pour les êtres humains, ça. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on déshypnotise? Quand on injecte de l'énergie déshypnotisante dans le système nerveux, et ben on se retrouve face à un vide. C'est pareil, ça a été décrit par Bhaskar. En fait, il a décrit des choses, mais il n'en tire pas toutes les conclusions. Il va pas au bout de sa réflexion. Parce que aller au bout de sa réflexion, ça impliquerait de conscientiser son violet défoncé, ça impliquerait de conscientiser qu'en fait il est en train de se maltraiter à un endroit exactement de la même façon que ce qu'il a fait toute sa vie alors qu'il pense qu'il en est sorti, donc là c'est horrible. Ça veut dire que au lieu de s'être maltraité pendant 10 ans, en fait ça fait depuis 20 ans qu'il se maltraite et qu'en fait genre il en est toujours là, c'est juste juste trouver une nouvelle façon de le faire. Ça impliquerait de revenir au traumatisme qu'a été le fait de réaliser à quel point il s'était maltraité avec l'hypnose. Donc en fait, ça impliquerait de revenir à un endroit qu'il vit comme une forme de menace mortelle, quoi, quasiment, on pourrait dire. Peut-être qu'en fait, l'hypnose a une fonction dans le système, peut-être que, d'accord, l'hypnose et la déshypnose se répondent, les deux sont en interaction, et d'accord, ok. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un truc à aller chercher dans le machin qui m'a détruit. Oh merde. Et en plus, quoi, ça veut dire que, en fait, au fond, il y aurait pas vraiment de vrai moi, que quoi que je fasse, en fait, je serais que le produit de tout ce qu'il y a dans la tête des autres, et les influences des autres et tout, et que je devrais sortir de mon narcissisme. Enfin, ça fait beaucoup de choses à avaler, quoi, mais... Bon. Donc ouais, la déshypnose, c'est pareil, on injecte de l'énergie déshypnotique dans le système, ça crée un vide, et le système nerveux, il supporte pas le vide, donc en fait, quand il y a du vide, quand la tasse elle est vidée, elle va se remplir avec autre chose. Et elle va se remplir... Après, là, ça dépend des personnes, hein, mais souvent, dans les démarches, dans les groupes spirituels et tout, souvent, ça va se remplir des fantasmes du groupe de recherche, des fantasmes du gourou, de plein de trucs, plus ou moins mystico, magico, illuminés, de commencer à se raconter qu'on a des pouvoirs, qu'on communique avec des esprits, avec des anges, avec je sais pas quoi. Bon, sur Hypnomachie, c'était pas trop ça, mais il y avait d'autres trucs, on va dire. Alors, Hypnomachie, c'est beaucoup remplir avec des modélisations méta, toujours plus méta, ce qui à un endroit en fait est toujours une façon de remplir avec de nouvelles certitudes, hein. C'est pas parce que c'est des certitudes méta que c'est pas des certitudes aussi, hein. C'est juste des certitudes méta, ça permet de faire des trucs méta, quoi. Bon, voilà, est-ce que l'épistémologie c'est mieux que la méthode scientifique? Je sais pas, c'est juste une méta, quoi. Et ouais, en fait, quand on vide, ça va se remplir. Et donc, l'hypnose, l'énergie hypnotique crée un besoin de compenser avec de la déshypnose, et la déshypnose crée un besoin de compenser avec de l'hypnose. Et donc, en fait, c'est déshypnotiser les gens et trouver des processus pour les déshypnotiser est un très bon moyen de mieux leur foutre nos propres trans, nos propres modélisations, nos propres histoires dans la tête, puisque on a créé un espace libre dans lequel on va pouvoir mettre notre machin. Et d'ailleurs, c'est là où ça devient très, très, très paradoxal, c'est qu'à un endroit, en fait, même la propagande la plus dégueulasse contient des éléments de déshypnose, en fait, parce que souvent, comment est-ce qu'on va foutre la propagande dans la tête de quelqu'un? C'est en dénonçant une part du réel à laquelle la personne croyait jusqu'ici, et en montrant en quoi il y a un truc qui merde. Et en fait, à peu près tous les processus d'endoctrinement reposent sur quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment, on va dire à la personne,
toi, tu voyais qu'il y avait un truc qui merdait à cet endroit-là, t'étais pas sûr, mais t'avais l'intuition et tout, bah on est bien d'accord, on est tous en train de voir que ça merde à cet endroit-là, et on va même t'expliquer jusqu'à quel point ça merde, et on va t'expliquer comment régler le problème et qu'est-ce qu'on peut mettre à la place. Et donc, à un endroit, quelque chose qui est identifié comme de l'hypnose, part en fait de la déshypnose. Et c'est là en fait où ça va encore plus loin, c'est-à-dire que pour pouvoir bien hypnotiser, il faut d'abord déshypnotiser, et pour pouvoir bien déshypnotiser, il faut d'abord hypnotiser. C'est-à-dire que pour sortir de transe, il faut mettre en transe. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe en thérapie. En thérapie de déshypnose, c'est, bah voilà, on arrive, on pose un cadre thérapeutique, et puis on commence à inviter la personne, enfin, en général ça part d'elle-même, mais à la limite, peu importe, parce qu'on va la diriger, donc il y a toujours une influence. C'est amener la personne à revenir sur son passé, à revenir sur des blessures, des traumas, à se rappeler de trucs, peut-être même à reconstituer des souvenirs d'ailleurs, hein, parce qu'on sait jamais trop. Et après, ça passe par un peu des jeux de rôle où on va incarner on va incarner la mère, on va incarner les pères, on va incarner les frères, le copain, le petit ami, machin. Et en fait, c'est justement, on va créer toute une mise en transe, et qui va ramener la personne à un endroit où elle va conscientiser un truc qu'elle n'avait pas conscientisé avant. Et là, il y a une libération émotionnelle, il y a une sortie de transe. Et une fois que cette sortie de transe a lieu, bah ça crée un vide qui d'ailleurs peut être libérateur au début, hein, parce que quand on se décharge d'un truc qui était toxique en nous, qui était vraiment pénible, ça crée un vide. Et puis l'étape d'après, c'est dès qu'il y a un vide, ça recrée un déséquilibre qui va être compensé par un nouveau plein. Donc ça peut être, je pensais que j'avais pas besoin des autres, et en fait maintenant je vais essayer de me rapprocher des autres, et du coup mon nouveau plein ça va être, en fait un des buts dans ma vie ça va être de faire partie d'un groupe vraiment où on est soudés, où ça va être cool. Donc c'est plutôt positif, hein, mais c'est une nouvelle narration, hein, c'est une nouvelle histoire qu'on a besoin de se raconter pour continuer à avancer. Et puis après ça pose la question de qu'est-ce qu'on va mettre à la place. Est-ce que la nouvelle histoire sera plus fonctionnelle, plus adaptée en fait, plus actualisée, plus adaptée en fait aux besoins du contexte actuel de la personne que ce qu'il y avait avant. Et puis ça pose aussi la question de est-ce que c'est une démarche qui va être personnelle, qui va venir de la personne elle-même, c'est elle qui va disons trouver ses propres solutions, ou est-ce que c'est le thérapeute en fait qui va partir de ses propres jugements pour aller mettre un truc dans la tête de la personne pour combler le vide. Il peut le faire plus ou moins consciemment d'ailleurs, hein. Et voilà, et donc là c'est le moment en fait où en faisant la déshypnose on peut commencer à se retrouver pollué, on va dire, par les propres transes et par les propres obsessions du thérapeute qui va se servir de ce vide pour foutre ce qu'il a envie de foutre dedans. Et c'est là en fait où ça demande, on va dire, d'être bien sûr de son positionnement. Et voilà. Et d'ailleurs je suis pas forcément contre dans l'absolu le fait de pouvoir suggérer, voire proposer à une personne une nouvelle façon de combler qui nous semble pertinent. Je pense que parfois ça peut faire gagner du temps et ça peut être pertinent, mais bon, c'est toujours avoir conscience qu'il y a cette possibilité là, quoi. Et ouais, une fois qu'on a posé ça, une fois qu'on a compris en fait ce qui se jouait, une fois qu'on a compris que on n'est pas en train de progresser, on n'est pas en train de devenir une personne détachée complètement de son ego, incroyablement consciente, incroyablement désidentifiée, voilà, mais qu'en fait on est juste en train de bouger, et que dans l'hypnose comme dans la déshypnose, on est en train de bouger, et qu'on bouge pour aller nulle part, hein. Il y a pas de destination finale. La destination finale, c'est la mort, et la mort, c'est personne va la rater, hein. Tout le monde va y arriver à la fin. On va tous finir à cet endroit-là. Donc à part celle-là, il n'y a pas de destination finale vers laquelle on cheminerait véritablement, quoi. Une fois qu'on a compris qu'en fait on est juste en train de bouger et de s'adapter en permanence, mais que tout ça ne mène dans aucune direction en particulier, et ça c'est un truc à lâcher aussi, hein.
Quand on a construit toute sa vie sur la verticalité, se rendre compte qu'à un endroit il n'y a pas de verticalité parce qu'on va nulle part, c'est... Bon courage pour le lâcher, quoi. Une fois qu'on a réalisé ça, une fois qu'on a réalisé qu'on ne s'en sortira pas, et tu le dis, Bhaskar, mais tire-en les conclusions. Je ne m'en sortirai pas, tu ne t'en sortiras pas. On ne s'en sortira pas parce qu'on n'a pas à s'en sortir, parce qu'on va nulle part. Une fois que t'as compris que tu vas nulle part, bah tu comprends qu'en fait c'est pas une question de s'hypnotiser ou de se déshypnotiser, c'est une question d'être en mouvement, c'est une question de se laisser bouger par le monde. Et alors après, des gens pourront me dire, mais en quoi est-ce que ton truc de se laisser bouger par le monde, c'est pas encore une nouvelle idéologie, c'est pas encore... Eh ben j'ai envie de dire, c'est très certainement le cas. Mais c'est méta, et c'est ce qui a du sens pour moi aujourd'hui, et bon, si c'est supposé amener vers de la souffrance ou vers un blocage, je ne l'ai pas encore conscientisé, mais de toute façon, j'ai confiance dans la vie et dans le fait que je serai suffisamment incohérent avec moi-même, on va dire, pour que mon système s'équilibre, même si j'ai pas trouvé le truc ultime. Enfin, d'ailleurs, à un endroit, justement, le truc ultime, c'est qu'il n'y a pas de truc ultime, c'est qu'il n'y a pas de destination, c'est qu'en fait, on bouge pour aller nulle part. Mais bon, on sait pas. De toute façon, comme je dis, on a besoin de se raconter des trucs. Donc il y a sûrement aussi une limite à ce machin-là. Bon, en tout cas, moi, j'en suis là. C'est-à-dire que tu t'hypnotises, bah, tu vas te déshypnotiser ailleurs. Tu te déshypnotises, tu vas t'hypnotiser ailleurs. Et en fait, je pense que ce qu'on a besoin, c'est d'être un peu simplement de s'accepter tel qu'on est, s'accepter dans ses limitations, d'être bien avec notre existence, d'être un peu connecté à autrui, que autrui soit une transe ou pas, je sais pas. De toute façon, les êtres humains ont besoin d'être connectés aux autres. C'est peut-être leur façon de se connecter à eux-mêmes d'ailleurs. Et là, ça permet justement de sortir de la dualité soi autrui, c'est qu'en fait, plus tu vas être connecté à toi, plus il faut être connecté aux autres. C'est pas antagoniste, c'est complémentaire. Ce qui veut dire aussi écouter ce que les autres nous disent, parce qu'en fait, quand les autres nous disent des choses, c'est nous-mêmes qui nous disons des choses. Donc le truc de je suis vu, j'ai juré ou je sais pas quoi, je dois me rendre compte moi-même parce que à un endroit il y a que moi, c'est de la connerie, et c'est pas de la connerie, c'est que oui, à un endroit il y a que toi, mais la façon privilégiée de communiquer avec soi, c'est de communiquer avec les autres. Voilà, c'est pas ça ne s'oppose pas. Bon, enfin voilà, c'est pour ça que moi je ne fais plus du combat de l'hypnose un idéal, je fais de la mobilité un idéal. Et encore une fois, je vais le répéter, la mobilité, c'est pas devenir une meilleure version de soi-même, c'est pas progresser toujours plus dans une direction donnée en une seule dimension. C'est simplement, en fait, être porté par le courant de la vie, être dans une forme de chaos qu'on ne comprend pas, qu'on ne comprendra jamais, mais sentir que dans ce chaos, justement, il y a quelque chose qui bouge, il y a des énergies. Ça fait très, très mystico, machin, dit comme ça, mais d'une manière beaucoup plus pragmatique, simplement arrêter de se rigidifier sur la narration du moment. C'est important de se raconter des choses. Ça, j'estime que c'est pas un problème en soi. C'est important de se raconter des choses, et c'est important de se raconter autre chose quand la narration précédente n'est plus pertinente. Et c'est important, en fait, de changer de perspective, c'est important de se trahir. C'est important d'un moment de pouvoir poser le fait que j'ai dit qu'il fallait faire comme ça, et là je fais autre chose. Pourquoi? Je sais pas, je sens juste qu'il faut faire autre chose, ou là j'ai pas envie d'être cohérent avec moi-même, en fait. Là, oui, j'ai dit que, je sais pas, j'ai dit qu'il fallait pas punir les enfants, et là je le punis. J'ai dit qu'il fallait pas poser des règles autoritaires, là je le fais.
J'ai dit, je sais pas, qu'il fallait pas hypnotiser, bah là je le fais. Enfin, encore que, enfin c'est toujours le problème en fait, c'est que c'est vachement piégeant en fait quand on parle de ces choses-là. C'est-à-dire que les gens vont facilement le récupérer depuis un espace où c'est pas en avoir rien à foutre en fait. Je pense qu'une personne globalement saine et bien équilibrée, l'essentiel du temps elle est cohérente avec elle-même. C'est juste avoir ces petits moments d'incohérence. Euh, sans se mentir à soi-même, sans se cacher le fait qu'on est incohérent. Ce petit moment où tu sens que là ton histoire elle tient plus et qu'il y a besoin d'un peu autre chose quoi. Parce que de toute façon plus ce sera réprimé, plus ça va s'exprimer autrement. Et on est on peut pas vivre en étant cohérent. Si on est cohérent, on est foutu parce qu'en fait notre mental est tellement limité que si on est cohérent, on est incapable de s'adapter à la complexité et à l'aspect complètement changeant, complètement inconstant de la vie, quoi. Donc, on a besoin d'être incohérent. Voilà, je pense que ce sera le mot de la fin. Oui, si, j'ai l'intention de vous laisser avec un petit extrait de la toute fin quasiment de la série Mob Psycho 100, Mob Psycho 100. Et j'ai envie de vous laisser avec ça parce que ça parle en fait d'un adolescent, d'un jeune garçon qui en fait donc c'est un animé, hein, c'est un jeune garçon qui a un médium, donc qui a des pouvoirs psychiques, qui peut communiquer avec les esprits, qui peut user de télékinésie, en fait qui a des pouvoirs surnaturels. Et bon, je vais spoiler, mais après ça fait déjà depuis un moment que c'est sorti, donc j'imagine que les gens qui l'ont déjà vu, et puis ceux qui veulent le voir, bah arrêtez la vidéo à ce moment-là, hein, mais en gros, euh, ce personnage, on va dire, a la particularité d'être, dès le début de l'histoire, en réalité, déjà le médium le plus puissant du monde entier, quoi. Concrètement. C'est-à-dire que, c'est pas extrêmement clair, mais en fait, globalement, euh, c'est un peu de l'anti-shonen d'ailleurs dans la construction. C'est-à-dire qu'en fait, il est déjà le meilleur, mais c'est ses traumas et ses névroses et ses blocages psychiques qui font qu'il est pas capable, d'avoir recours en fait à tout son potentiel, et même en ayant recours qu'à une toute petite partie de son potentiel, il est déjà l'un des êtres les plus puissants de son univers, quoi, de l'univers enfin du manga, quoi. Euh, et en fait ce qui est intéressant, donc c'est que c'est un personnage tellement puissant que que sur le plan de la médiumnité il n'a absolument rien à prouver. C'est un il est né incroyablement talentueux, et en même temps, et c'est ça d'ailleurs qui est intéressant avec la façon qu'a One, le créateur en fait de cette histoire, de, de raconter des histoires de personnages très puissants et de déconstruire un peu tous les codes du shonen classique. C'est-à-dire qu'en fait souvent c'est des One Punch Man, ça a aussi été créé par la même personne. En fait, c'est des personnages qui vivent leur puissance incroyable comme une forme de malédiction, et non comme quelque chose de génial. Et en fait, dans Mob Psycho 100, Shigeo Kageyama, c'est la même chose, mais c'est pas comme dans One Punch Man. C'est-à-dire qu'en fait, sa puissance, il la vit pas comme quelque chose qui détruit toute forme d'enjeu et qui rend la vie ennuyante. Lui, au contraire, il vit sa puissance comme une monstruosité, comme quelque chose qui fait de lui un monstre, comme quelque chose qui le rend terriblement dangereux, et qui fait qu'il peut faire du mal à ses proches et aux gens auxquels il tient. Et il y a vraiment toute une part de lui-même qui l'a rejeté parce qu'il la considère comme profondément monstrueuse. Et je vais pas développer tout cet aspect, mais donc en fait, on a d'un côté un personnage qui n'a absolument rien à prouver, et qui va rencontrer quelqu'un qui se présente comme un médium incroyablement talentueux, qui en fait s'est créé toute une image sur le fait qu'en gros ce serait genre le meilleur médium du monde ou un des meilleurs médiums du monde,
Et en fait, cette personne-là, il la rencontre, il la rencontre même avant le début de l'histoire. Ils se connaissent déjà en fait au début de l'histoire. Et, euh, et cette personne fait un business du fait d'être un médium, c'est-à-dire que elle aide les gens à chasser les fantômes chez eux, à déposséder des objets hantés et tout, voilà. Et cette personne est un escroc, c'est un charlatan, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucun pouvoir, c'est une fraude. Et c'est quelqu'un en fait qui a construit toute sa vie sur le fait d'être une fraude. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte sans arrêt un masque, qui ment à tout le monde et et qui passe son temps en fait à se vendre beaucoup plus compétent et beaucoup plus voilà que il n'est quoi. Donc c'est l'archétype du charlatan. Et donc cette personne Shigeo Kageyama, Mob, incroyablement compétente, qui n'a rien à prouver, mais qui se considère comme un monstre et qui rejette en quelque sorte sa compétence et qui se diminue, va trouver quelqu'un qui est dans une forme de narcissisme exacerbé et qui se vend incroyablement compétent alors qu'il n'a aucune compétence. Et Mob va prendre cette personne comme maître, véritablement. Et ce qui est intéressant, c'est que son maître, qui s'appelle Reigen, a en fait des névroses, on va dire, une construction psychique qui font qu'au fond, il a une tellement mauvaise estime de lui-même qu'il est persuadé que s'il ne ment pas à tout le monde, les gens vont le voir tel qu'il est, et si les gens le voient tel qu'il est, les gens vont le trouver nul et ils vont n'avoir aucun intérêt pour lui et vont se détourner de lui. Et donc il est persuadé que le seul moyen pour lui d'être en lien avec les gens, d'être admiré, de gagner sa vie, c'est de garder ce masque, c'est de garder cette façade, et c'est de se vendre comme cette personne géniale et incroyablement compétente qu'il n'est pas. Et ce qui est assez dramatique en fait, c'est que Reigen est une personne qui a énormément de compétences dans plein de domaines. C'est quelqu'un incroyablement charismatique. C'est probablement le personnage de loin le plus charismatique de toute l'histoire. C'est-à-dire que il arrive hyper facilement à emballer les gens dans ses histoires et à les faire, ouais, on pourrait dire les faire rentrer en transe, à les faire rentrer dans son discours et tout. C'est une personne qui est très forte, on va dire, pour exprimer de l'assurance, qui s'exprime très bien, qui sait faire des discours, qui a aussi une certaine capacité à improviser justement pour maintenir son récit en place. C'est une personne qui, mine de rien, a une certaine sensibilité, une certaine intelligence émotionnelle et qui comprend facilement les gens, en tout cas dans une certaine mesure. C'est une personne qui a une capacité à garder son sang-froid dans des situations de stress extrême et à bluffer, qui est juste invraisemblable, c'est-à-dire qu'en fait il y a plusieurs moments dans l'animé et dans le manga du coup où littéralement il sauve des situations catastrophiques, où en fait il arrive à berner des gens qui sont incroyablement plus puissants que lui, parce qu'il arrive complètement à leur retourner le cerveau, à les mener en bateau et à leur faire croire des trucs, et littéralement il parvient à vaincre des gens au bluff, quoi. C'est ce qui est assez incroyable. Et il y a même clairement des moments en fait où il parvient à sauver Shigeo Kageyama dans des situations assez désespérées où il était dans la merde, quoi. Alors qu'il a aucun pouvoir et que Shigeo Kageyama est incroyablement plus puissant que lui. Et en fait, l'histoire nous montre qu'il a tout un tas de qualités. C'est un excellent masseur aussi. C'est d'ailleurs étonnant en fait qu'il ait pas fait un business de ça et qu'il ait préféré se vendre comme médium, parce que en tant que masseur, il pourrait certainement bien gagner sa vie. Enfin voilà, il y a tout un tas de compétences réelles, mais qu'il ne met pas en valeur parce qu'il est trop focalisé sur le fait de se vendre comme étant ce qu'il n'est pas. Et donc voilà, on a quelqu'un qui est une fraude, mais qui se présente comme un maître. Et ce que je trouve très intéressant, c'est la conclusion de tout ça, c'est la conclusion des arcs narratifs respectifs
de Shigeo Kageyama, Mob, et de Reigen. Et ce que je trouve génial, c'est que je considère que non seulement Reigen était en réalité réellement le maître dont Mob avait besoin, pas un maître dans l'absolu, mais le maître dont Mob avait besoin. En fait, il l'a aidé à grandir, alors même qu'à la base, leur collaboration est basée sur une exploitation et sur un mensonge. C'est-à-dire que Reigen, il décide d'être le maître de Mob, parce qu'il se dit, ouah, ce garçon a des pouvoirs incroyables, je vais pouvoir me faire plein de thunes sur son dos, et en plus, il va me légitimer, parce que si moi, je peux être le maître d'un apprenti aussi doué, du coup, bah, ça me survalorise encore plus. Donc, c'est-à-dire que, en plus d'être une fraude, il exploite un gamin, quoi. Donc c'est vraiment, on pourrait dire, c'est une crevure finie. Mais pourtant, je considère non seulement, et c'est clairement là que l'histoire veut nous emmener, non seulement c'est le maître dont Mob avait besoin, c'est ce maître-là qui l'a aidé à grandir, mais surtout, je pense que même sur un plan plus absolu, disons, c'est pas seulement le maître dont on avait besoin, à la fin de l'histoire, il incarne réellement une figure de maître en soi, c'est-à-dire qu'il montre qu'en réalité, il était vraiment un maître. Malgré le fait que c'est une fraude, et qu'à la fin de l'histoire, c'est toujours une fraude. Et d'ailleurs qu'il n'arrête pas d'être une fraude, c'est-à-dire que il n'a pas une réalisation où il se dit, bon, bah je vais fermer ma boutique parce que j'étais une fraude, non. Tout à la fin de l'histoire, sa boutique existe encore, et il continue à être un charlatan. Et pourtant, c'était un maître. Pourquoi c'était un maître? Bah, je vous laisse l'extrait, vous allez comprendre. Ekubo, 助けてくれたところ悪いが、席を外してくれないか。はあ？お前一人でどうするっつんだよ。分かったよ。喧嘩すんじゃねえぞ。モブ。俺にはな、霊能力も超能力も何の力もないんだ。持ってないんだよ。最初から嘘だったんだ。ちょっと失礼。これでしょうかな。俺はよく嘘をつく。客にもお前にもな。初めてお前が事務所に来た日、俺は嘘をついた。お前の悩みを知った気で相談に乗った。お前は俺を簡単に信じた。だからあの日から今日までずっと利用し続けてきたんだ。俺本当は何も知らねえんだ、超能力のこと。これが俺の正体だ。今まで支障ずらしてすまなかったな。だけど最後にもう少し言わせてくれ。お前だけが特別なわけじゃない。二面性なんて誰にでもある。俺にも。だからそんなに悩むな。いや、悩んでもいいか。それもまた当たり前のことだ。ここだけの話、俺は隠してる本当の姿が大嫌いなんだが、俺には嘘があったからお前と知り合えたわけだし、モブもその力があったから今のお前があるんじゃないか。要するにだ、
お前はそのままでいい。もう俺がいなくても大丈夫だ。大丈夫。そろそろ受け入れてやれ、自分を。お前なら、モブならそれができるってことを俺は知ってる。エクボ、一人で行かせてやれ。そもそも本当に待ってんのか、つぼみちゃん。それを見るのはモブだけでいい。